toujours sans intro, mais on est là. Salut, Yurko. Salut! Voilà, on est là. Du coup, on continue un petit peu ces épisodes doublés, c'est-à-dire qu'un épisode où on est à plusieurs, aussi deux, comme la dernière fois, et on Toujours parle deux, de... hein. Ouais, toujours deux, hein, mais après, c'est aussi parce que nous avons des collaborateurs de qualité, voilà, qui sont en vacances actuellement. Et on va donc du coup parler de plusieurs films, hein, à tous les deux. Et après, je vous ferai un autre épisode où je vous parlerai de lui sorti de ces dernières semaines qu'il ne fallait peut-être ou pas manquer. Du coup, vous attendrez l'épisode suivant. En attendant, vous allez écouter celui-ci. Et sur celui-ci, on va parler de deux films qui nous ont beaucoup plu, deux films de genre français, deux films qu'il vous faut rattraper au plus vite et sur lesquels on va discuter. À Ah ouais, savoir ça spoil déjà. un petit peu, ouais, voilà. Hein. Mais bon, après, c'est pas comme si on était les seuls. Puisqu'on va parler tout d'abord de Conan, le nouveau film de Bertrand Mandico, duquel on avait déjà beaucoup aimé After Blue, Paradisal, et qui sort cette fois-ci peut-être son chef-d'œuvre. Et nous parlerons ensuite de l'épopée de SF, Polar, comme vous voulez, Mars Express de Jérémy Perrin, et qui nous a là aussi pas mal plu, je crois, et qu'on attendait aussi un tout petit peu. Du coup, on va commencer avec, tout comme d'habitude, le premier que j'ai cité. Et ce film, c'est le nouveau film de Bertrand Mandico qui se nomme Conan, avec deux N si vous voulez. Changer de vie, tuer sa propre jeunesse est le comble de la barbarie. À part ma vengeance, je n'avais aucune perspective. J'aurais tout fait pour remonter le temps et prendre un autre chemin. Si l'amour est brutal avec vous, soyez brutal avec lui. Conan, donc, est le nouveau film de Bertrand Mandico. Si vous ne le connaissez pas, c'est un des réalisateurs, pas forcément les plus prolifiques, mais du moins les plus reconnaissables, on va dire, du cinéma de genre français. Il a commencé sa carrière de long métrage, je dis bien de long métrage, avec Les Garçons Sauvages en 2018. Il avait C'est continué. déjà un chef-d'œuvre. Oui, qui était déjà un chef-d'œuvre, si on veut. Il avait continué avec After Blue l'année dernière, et cette fois-ci il nous revient avec Conan, une relecture du mythe du même nom, du personnage de Schwarzenegger même, à la sauce féminine, non pas féministe, hein, attention comme pourraient le penser certains. Parcourant les abîmes, le chien des enfers, Rainer raconte les six vies de Conan, perpétuellement mis à mort par son propre avenir. À travers les époques, les mythes et les âges, depuis son enfance, esclave de Senja et de sa horde de barbares, jusqu'à son ascension au sommet de la cruauté et aux portes de notre monde. Avec quand même un assez gros casting, hein, composé toujours de femmes, notamment Elina Lowenson, qui est la muse de Bertrand Mandico, ou encore Christa Terre, Sandra Parfait, ou Nathalie Richard et Françoise Brion dans son dernier rôle, ou Christophe Billet aussi. Qu'est-ce qu'on a pu penser de Conan? Urko, est-ce que je te laisse commencer? Bah, si tu veux, oui. Allez. Écoutez, Conan, pour le coup, pour moi, c'est un grand oui. C'est même complètement un grand oui. Beaucoup plus d'ailleurs que déjà After Blue Paradisal qui m'avait déjà bien charmé et surtout Les Garçons Sauvages qui m'a mis une grosse claque lors de sa découverte. Conan, j'allais dire Conan le barbare, non, c'est juste Conan. C'est du coup cette relecture, c'est plus qu'une relecture, c'est une reconstruction totale du mythe du coup de Conan, enfin du mythe, de l'univers, etc. À tel point que ça n'a quasiment plus aucun rapport avec Conan, si ce n'est peut-être sur la question de la barbarie qui n'est pas du tout de toute façon recherchée à la fois chez Robert, chez Howard et au sein du coup des films et des comics qui ont suivi. C'est vraiment une réinvention par Mandico qui est habité par toutes les thématiques classiques de Mandico, notamment vis-à-vis de la féminité et de l'art, de la représentation artistique, notamment s'arquant là-dessus sur toute cette dernière partie que je trouve absolument fabuleuse, Le dîner. même si le ressort peut-être... De quoi? Le Le dîner. dîner, oui. Même si le ressort en soi peut être un peu classique d'utiliser le cannibalisme pour représenter ce genre de choses, c'est un peu plus intéressant dans le cadre global du film qui va être vraiment de présenter le personnage de Conan un peu comme un ou une artiste euh, qui va vraiment se retrouver mêlé à toutes les pulsions qui font de sa nature et qui a besoin d'extérioriser face à du coup un environnement qui de toute façon ne lui veut pas du bien. Et ce, même si elle pense à un moment ou à un autre trouver de la stabilité, chose qui arrive à peu près à tous les âges. C'est aussi une énorme force de Conan, de Conan, putain, je vais y arriver, La barbare au je vais pire, on peut abandonner la dire. barbare. Même si je crois que Euh, c'est toujours le prénom masculin, je crois.
pour dire le barbare. Mais Dans le film, je crois, oui, il me semble. Mais je sais plus du tout. bon, c'est tellement bizarre. Au pire, ouais, on va dire Conan, voilà, tout Ouais, simplement. le Conan, c'est parce que c'est très étrange. Conan est interprété du coup par plusieurs actrices, toutes extrêmement différentes, aussi bien physiquement que mentalement, pour leur personnage et pour elles-mêmes, quoi. Et du coup, ça donne toujours un espèce de jeu dans le film d'essayer de reconnaître du coup à la fois les personnages, même si c'est relativement simple dans la plupart des cas. Euh, le personnage de Rainer étant le seul qui ne change jamais de tout le film. D'ailleurs, personnage incroyable aussi, espèce de Virgile complètement psychédélique pour Conan. Euh, c'est un film qui est en même temps très beau. On y retrouve toute la patte de Mandico, à savoir de faire des décors complètement barrés, peut-être en papier mâché ou en plastique, ou je sais pas, Toujours en fait studio, en en tout cas. miniature. De quoi? Toujours fait en studio en plus, en tout cas. Toujours fait en studio, oui, mais ça sent, mais ça donne un cachet au truc, genre constamment, et il le justifie à moitié, que ce soit par les grottes de l'enfer, par vivre dans l'underground new-yorkais, je crois, ça se passe la partie Ouais, la partie des partie à New États-Unis. York, oui. Enfin, en tout cas, une C'est à partie un New peu York, ouais. urbaine, qui est avec, C'est je sais plus, la seule actrice noire qui joue Conan, Sandra Parfait, voilà. c'est vrai parfait, ouais. Qui est exceptionnelle, elles sont toutes exceptionnelles dans ce rôle, et dans tous les rôles d'ailleurs, elles sont absolument magnifiques. D'ailleurs, justement, Mandico essaye toujours de proposer des rôles particulièrement barrés de cet acabit à ce genre d'actrice, parce qu'il sait que c'est le seul qui leur proposera ce genre de truc, et que globalement, ils se voient très peu refuser. Mais ouais, non, je sais pas forcément trop comment construire ou quoi, c'est un film extrêmement sensoriel comme d'habitude avec Mandico, peut-être un peu plus construit et moins sensoriel que After Blue, notamment parce qu'on vire beaucoup moins dans l'érotisme et on cherche un peu plus à interroger le principe de barbarie et d'art, surtout d'art et de la barbarie dans l'art. Et tout ça du coup dans des expérimentations plastiques et lumineuses, parce que les lumières du film sont un point fort incroyable. Je sais pas ce que t'en as pensé toi vachement. Ah, mais pour moi, c'est simple, Conan, c'est le meilleur film de l'année. Enfin, voilà, après, bon, c'est. Évidemment, j'ai pas tout vu, même si là, je commence à avoir quand même un sacré paquet de longs métrages de C'est cette pas année. mal. Mais et surtout, bon, c'est sûr que c'est un film qui est grave clivant, et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce film, parce que soit on aime, soit on déteste, parce que soit on adore Mandico, soit on ne peut que le débecter. C'est un réalisateur qui est tellement particulier que je comprendrais que beaucoup ne s'y retrouvent pas, même si pour moi Conan c'est un petit peu, je pense, une de ses meilleures portes d'entrée avec Les Garçons Sauvages, beaucoup plus qu'After Blue en tout Ouais, cas dans les longs métrages. c'est quand même moins radical qu'After Blue. Voilà, parce que la narration va prendre un bien gros moins rôle, et surtout parce qu'en fait c'est, ouais, alors c'est un peu facile de dire ça, mais c'est vraiment une expérience dans laquelle faut juste se laisser porter en fait. C'est un énorme trip visuel euh, dont moi j'ai adoré me laisser porter, qui m'a ravi à quasiment tous les points, même s'il y a quelques petits tracas que je vais énumérer ici et là. Mais sinon, pour le reste, c'est juste magistral. Et effectivement, comme tu le dis, il y a quand même un côté un peu fake dans les décors, même dans l'utilisation des photos, parce que c'est un film qui passe tout le temps du noir et blanc à la couleur, qui utilise presque tous les procédés du cinéma qu'on pourrait avoir pour créer du style, avec les paillettes, les flashs, les arrière-plans un peu minces, les surimpressions. Il y a tellement de choses à dire sur la technique, les techniques qui sont utilisées dans le film, et on va pas faire un making-of, mais pour dire qu'en fait tout ça sert pas forcément le propos au global en premier lieu, parce qu'il y a évidemment un propos, comme tu l'as dit. Je sais pas si c'est forcément sur l'art, je pense que c'est surtout plus sur, on va dire, un propos un peu plus existentiel sur ouais la mince en fait j'ai l'impression que Conan, évidemment on va suivre plus que de suivre des incarnations, on va suivre sa vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle est réincarnée son âge augmente, elle vieillit jusqu'à Nathalie Richard qui a quasiment la soixantaine dans le film si je dis pas de bêtises, et on sent Le style du film change complètement aussi à chaque fois. oui, et le décor, comme tu l'as dit, on passe. Alors, au départ, du coup, c'est littéralement l'enfer sur Terre, hein, j'ai pas d'autres mots. Après, on passe à quelque chose d'assez mince. C'est C'est médiéval, là c'est viking, c'est un ça, peu, voilà. beaucoup barbare, c'est ce qui se rapprochera le plus de Conan le barbare. Puis ensuite, on a quelque chose qui fait beaucoup plus penser, avec, comme tu l'as dit, un New York, quelque chose de très urbain en fait. Ensuite, moi, j'ai beaucoup pensé, en tout cas pour une scène, au Sept Samouraïs notamment, ou du coup, en tout cas du Kurosawa.
bref, un cinéma un peu plus japonais, ou du moins, même si je crois que c'est la première fois qu'on incruste des téléphones portables dans le film, donc une sorte de mélange des deux, on dira. Et puis sinon, bah, comme tu l'as dit, le banquet final, plus l'hôte. Et le passage avec la guerre. l'hôte- Ouais, voilà. Après, j'ai plus trop le film en tête, malheureusement, parce que je l'ai vu en mai, non, en juin. Mais ce qui est sûr, c'est que niveau émotion, je reste au même niveau qu'à l'époque. Hein. Vraiment, quand je suis sorti, je me suis dit, putain, ok, ça c'est le film de l'année. Et il n'a pas bougé, malheureusement, ou heureusement. Mais sinon, oui, je sais plus c'était quoi la question de base, parce que c'était par rapport à la photographie, c'est ça? Au côté changement Par rapport aux lumières, surtout. aux lumières, ouais. Bah, en fait, pour moi, c'est un peu une des grandes réussites du film, c'est d'utiliser quasiment, comme je disais, tous les moyens cinématographiques, esthétiques possibles pour raconter une histoire, ou du moins pour créer du style. Et la lumière, bah, ça en fait partie. Bon, après, la lumière, c'est toujours un élément qui est quasiment inhérent à la vie d'un film, même si c'est rare qu'elle soit aussi voyante, ou du moins qu'elle joue un rôle aussi fort. Mais effectivement, en fait, là où la lumière est assez folle, un peu comme tous les autres éléments du film, c'est que c'est pas juste qu'elle est réussie, mais c'est que quasiment dans chaque scène, il réussit à la fois à lui trouver un usage inventif qu'on n'avait pas forcément vu ailleurs et qui surprenne, mais en même temps un usage qui convient parfaitement et qui vienne, comme d'autres éléments stylistiques, donner une densité supplémentaire à la scène en question. Et pour ça, c'est vraiment très 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 fort. Mais Comme tu disais, tu vois, ça fait toujours fake, mais en même temps, bah, on s'en fout que ça fait fake parce que ça rentre dans l'univers plastique du créateur. ouais, et puis surtout, bah, faut parler du jeu d'acteur de Bertrand Mandico. Pour le coup, s'il y a bien un truc qui change pas entre ces films, c'est sa direction d'acteur qui fait très théâtral. Je sais qu'il y en a un qui, j'avais vu son critique dire que ça faisait très autiste. Mais ouais, c'est un peu gratuit, je trouve. Mais C'est complètement gratuit. c'est même complètement gratuit. Mais c'est vrai que dans le jeu d'acteur, même avec les dialogues qui sont mais ultra empoulés, c'est tout. Mais il y a qu'un truc quand même qui fonctionne déjà dans le texte Dès pur. dès la première phrase avec le phrasé de Elena Lowensan, on peut faire de mal prononcer. Ah oui, non mais. Ça se sent direct, tu vois. Et pourtant, ça reste très distinct, ça reste très beau, ça reste très théâtral en fait. D'ailleurs, ça devait être une pièce de théâtre de base qui avait été jouée à Avignon, je crois, l'été dernier. Ah, ça pour le coup, je sais pas, mais ça m'étonnerait pas. Hein, parce que même si on change d'univers à chaque fois, c'est très resserré dans son registre. Il me semble qu'il y avait une histoire comme ça de genèse, comme quoi ça devait être une pièce de théâtre à l'origine, et que bah, au final il l'a fait muter en film, peut-être à cause Et en du Covid, court-métrage comme ça. VR. Et il y a des courts-métrages, mais ça du coup on peut pas les traiter parce qu'on les a pas vus. Voilà, malheureusement. Mais vous y aller sûrement parce que ça doit être aussi bien, j'imagine, j'espère. Mais du Ah, coup, j'espère, mais bon, pour les trouver ça va être un peu compliqué, quoi. ouais, mais en fait aussi parce que le fake fait un petit peu, j'ai envie de dire tout, c'est un peu tout le propos du film. En fait, moi j'ai sans cesse l'impression de voir un personnage essayer de gravir les échelons petit à petit. Et justement, la troisième vie, elle est un peu au sommet de sa gloire, c'est devenu une star. Et je pense que c'est pas pour n'importe quoi que le début c'est une sorte de tournage de film d'action avec une voiture. Mais en fait, de plus en plus, c'est une sorte d'amertume qui ressort de ce personnage, comme si toute sa vie n'était en fait qu'une sorte de, pas de blague, mais en tout cas était fausse, enfin, n'était C'est pas. une œuvre, c'est Ouais, une œuvre à part entière, ça vient. c'est ça, voilà. Et du coup, je pense pas que évidemment, dans tous les films de Mandico, en plus, il y a toujours ce détachement entre le réel et l'irréel, parce que c'est toujours des films qui, on va dire, sont traités de manière assez réaliste, mais qui se font toujours dans des mondes, et c'est particulièrement le cas des Garçons Sauvages. Les Garçons Sauvages, ça commence, on va dire, ouais, comme un film assez cru, du moins dans son contexte, c'est les années 1900, c'est quelque chose d'un peu marqué, mais petit à petit, on va rentrer dans cette île merveilleuse de tous les plaisirs. Et là, le film commence vraiment à dériver de plus en plus vers, même s'il était déjà un petit peu, hein, ne serait-ce dans sa mise en scène, mais il devient ouais, de plus en plus fantastique. Et dans Conan, bah, il y a un peu de ça aussi, je trouve. Même si là, clairement, le fantastique est très très assumé dès le début, avec justement alors, cette apparition de Rainer, mais qui a surpris tout le monde. Je pense que malheureusement, il y a des trailers qui existent. Du coup, on sait à quoi s'attendre. Mais moi, quand j'ai vu ça, et toi, je pense que c'était le cas aussi, on s'est tous dit ah, Palme Dog. Voilà, instantanément. Désolé, Snoop. Non, malheureusement, le Snoop de l'Anatomie d'une chute avait déjà gagné à ce moment-là. Ouais, c'est triste, mais c'est ainsi. Quoi qu'il en soit, ouais. Bah en fait, pour moi, Conan, je sais que ça va faire un peu gamin, un peu ado, mais en fait, j'en suis sorti, je me suis dit, ok, entre ça et 2001, il n'y a rien eu.
Parce que j'ai vraiment eu la sensation, c'est très provoque, je sais. J'ai un peu eu la sensation, comme avec 2001, d'avoir vécu une expérience à part entière. Pas forcément d'avoir tout compris dès le début sur ce qu'il essaie de me raconter. Et notamment, tout le côté artiste, moi, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti de base en voyant le film. Mais c'est en y repensant plus tard. Et le film a. Même si je me souviens pas de tout le film, parce que c'est un film assez dense dans ce qu'il a à montrer en scène. Mais il m'est resté quasiment intégralement comme une expérience très très marquante et qui défonce sa race. Voilà, on va être cru au bout d'un moment, ça défonce sa race, Conan. Et moi personnellement, je vais être honnête, j'ai jamais vu ça ailleurs. Ne serait-ce dans le cinéma de Mandico, déjà tu sens qu'il y avait, bon bah, par rapport à ses courts-métrages, on sentait qu'il réussissait avec Les Garçons Sauvages à prendre des high concepts, si on peut appeler ça un peu vulgairement, et à les faire tenir sur plus d'1h40. Et là, avec Conan, non seulement il réussit à tenir ce qu'il avait déjà fait avec After Blue, qui durait plus de 2 heures, lui, mais en plus de ça, il réussit à faire encore plus évoluer son univers graphique, c'est Maxime, et notamment le questionnement qu'il a toujours sur les femmes, la féminité, parce qu'il a pas... En fait, je pense même d'ailleurs très certainement qu'il a à la base pris Conan, le barbare, comme figure de manière assez provocatrice parce qu'il savait que dans le contexte actuel de cette sorte de chasse aux sorcières au woke, ça allait faire réagir, alors qu'en réalité le film n'a de woke, on va dire, que la prémisse si on veut. Dans les faits, c'est plus un film queer d'ailleurs que woke. Même si bon, pour moi le wokisme, bon, c'est un peu... Dans la tête, mais dans la tête des gens qui parlent de wokisme, de façon à être queer, c'est être woke. Bah, je sais pas, hein, parce que dans les faits, j'ai vu pas mal de gens s'exciter, ne serait-ce parce qu'on avait rendu Conan féminin, ou féminine. Bah d'ailleurs, je viens de retomber sur l'article du coup de Chaos Reign qui parlait justement de la genèse du film. Et effectivement, enfin, en gros, Phil Killen du théâtre des Amandiers lui a proposé de faire une pièce, faire semblant de faire un scène sur scène. Et en gros, il avait répondu un peu par provoque, si je fais une pièce, ce sera quelque chose de sale, de cruel et de bon goût, Conan la barbare. Bon bah voilà, C'est comme quoi. dans l'interview de Jérémy Marchetti pour Chaos. Bah vous pourrez lire ça, Chaos, très bon site d'ailleurs, n'hésitez pas. Ils ont mis le Reine Animal top 1 de leur année, n'est-ce pas merveilleux. Quand est-ce que tu vas le voir, Urko, bordel. Mais du coup, pour revenir à Conan, bah, j'avais pas les mots. Voilà. C'est-à-dire que très peu de films cette année-là ont réussi à me faire taire à la fin de la séance. Et pendant le film, j'étais abasourdi du début à la fin par l'expérience. Et même si je pourrais en parler en long, en large, en travers sur les interprétations que je pourrais en faire, sur la manière que j'ai pu ressentir, de la manière dont j'ai pu ressentir certaines scènes et certaines émotions que j'ai l'impression qu'il a voulu véhiculer par rapport à ses styles de mise en scène, et même simplement par rapport à l'évolution de sa mise en scène, en fait, avant tout, tout se résumerait, je pense, au fait que Conan, c'est une putain d'expérience. Et c'est à vivre en salle, j'ai envie de dire obligatoirement. Le film, bon, se mange un gadin monumental. Hein, Comme d'habitude avec Mandico. Hein. ouais, mais encore plus, là, pour le coup, il va même pas faire les 20 000 entrées, je pense. Et c'est assez triste. Ce qu'avait fait After Blue, par exemple. Mais ouais, non, franchement, il y a un travail tel sur ce film que moi, je pense que ça pourrait créer un avant et un après. Bon, bah déjà pour la carrière de Mandico, et j'ai très très hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire après. Comment est-ce qu'il va pouvoir encore faire évoluer son style, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il a foutu tellement les potards à fond qu'il a limite plus rien à raconter. Mais je pense que c'est un homme, bah déjà, bon, bah, par rapport au court-métrage qu'il a réalisé autour de l'univers de Conan, on verra du coup, si j'ai le temps un jour peut-être, de voir ce qu'il avait en plus à raconter avec ça, avec le médium du court-métrage. Mais en plus de ça, moi, ce qui m'intéresse du coup de savoir, c'est qu'est-ce que le cinéma français va en retenir. Parce que du cinéma de genre, on va reparler de Mars Express, on en a parlé plein de fois sur ce podcast, mais on sent qu'il est en évolution perpétuelle, et surtout on sent qu'il arrive à se détacher de plus en plus du cinéma, on va dire, classique, et surtout du cinéma de genre un peu à l'hollywoodienne. Et le Red Animal, hein, pour en reparler, c'est là où il excellait notamment beaucoup, c'est qu'on sentait que c'était un film français, limite un peu franchouillard sur certains aspects, mais que ça lui réussissait parce qu'il il l'assumait. Et là, Conan, en fait, là où c'est encore plus fort, c'est que juste c'est du cinéma que je n'ai jamais vu ailleurs. C'est-à-dire que je pourrais pas dire, même, je sais pas, moi, dans les plus grosses bizarreries qu'on pourrait avoir en Corée, au Japon ou en Inde, vraiment, je ne pourrais dire quel autre auteur pourrait s'asseoir à la table de Mandico et dire ouais, on se ressemble finalement, on a 2-3 points communs. Parce que c'est du jamais vu pour moi, Conan. Et là où c'est très très fort,
par rapport à ce qu'il a pu mettre en scène, c'est que comme je l'ai dit, comme tu l'as dit, il le fait avec un côté assez fake, mais surtout avec un budget mais ridicule quoi. Tout a été fait, je crois pour même pas 3 millions dans des hangars de studio avec du papier mâché. Et pourtant il y a un sens de la pellicule qui est telle qu'en fait on s'en rend pas compte. Et notamment via l'utilisation de noir et blanc qui je pense rend percutante des scènes qui le seraient sûrement beaucoup plus cheap en couleur, et notamment la scène où justement la première fois où il y a comme on peut voir sur l'affiche, la seconde incarnation de Conan qui vient embrasser littéralement son passé. Je sais plus si c'est Rainer qui dit embrasse ton futur ou ton passé, merde. Ah putain, je sais plus. Mais bref. Je sais plus non plus. Où il y a une sorte de fond en arrière-plan semi-stroboscopique avec des sortes de paillettes d'arrière-plan. Enfin, c'est magnifique. Et la scène, je pense, aurait été vraiment immonde en couleur, mais en noir et blanc, sans que ça fasse cache-misère. Hein. Et ben, il réussit à lui donner une dimension absolument fantastique. Il réussit à styliser le manque de budget, et ça, c'est ouf. Et ouais, c'est ça. Et surtout, à ne pas nous faire dire, ah, c'est fait avec peu de budget, du coup, bah, on pardonne. Non, en fait, on sent que le budget, il sait là où il faut le mettre, et il sait comment pallier, on va dire, au peu de temps et d'argent qu'il a. Et il le fait avec une imagination débordante, c'est pour ça, il faut juste voir Rainer. Rainer, il a juste foutu un masque de chien sur Elizabeth Lowenson, mais c'est tellement bien maquillé, ça marche tellement vis-à-vis des expressions faciales et du jeu de Elizabeth. Non, de Elisa, putain, je sais pas pourquoi j'ai dit Elisabeth. Elina, non, c'est Elina Lowenson, putain, je suis désolé. Ouais, excusez-moi, madame, vous êtes très très forte. Mais rien que pour ça, pour moi, juste avec ça et cet appareil photo qui, jusqu'à la dernière scène, à la dernière seconde, alors je sais pas si c'était le cas pour toi aussi, attention, je vais spoiler la dernière, on va dire, image du film, mais j'avais jamais vu ça au cinéma. T'as Rainer qui prend en photo Conan et le flash qui apparaît et les lumières se rallument. Je sais pas si c'était le cas pour toi, mais chez moi c'était magique. Je sais plus. Je crois que non, du coup. J'espère que les cinémas du monde feront comme le mien, parce que c'était vraiment vraiment, je sais pas si c'est juste de la chance, mais la synchronisation était magique. Et non, ouais. Et par rapport, ouais, donc du coup, il faut juste du coup ce masque maquillé de chien et cette veste. Et hop, t'as pour moi le monstre de l'année. Voilà, avec un grand L. Et un grand M. C'est un personnage ultra iconique. Plus que quasiment toutes les incarnations de Conan. Bon, sûrement aussi parce qu'elle reste du début à la fin, comme quasiment notre point de vue. Et elle est assez. En fait, ouais, elle est ultra iconique en fait. Après, j'aurais peut-être un léger regret par rapport au film. C'est que là, j'en ai parlé, oui, c'est un film qui m'a laissé écarquer les yeux du début à la fin. J'avoue que moi, Mandico, j'aime aussi beaucoup son cinéma parce que c'est un des rares cinémas qui, je trouve, arrive à faire de la sensualité. À faire transpirer la sensualité de sa pellicule. Mais vraiment du début à la fin, des dialogues, à l'image. Ça respire quasiment toujours, pas forcément le sexe, mais en tout cas la chaleur. Et After Blue c'était un peu le cas avec notamment cette esthétique parfois assez sale littéralement, ces plans un peu hentai tu pouvais avoir aussi même Les garçons sauvages aussi avec les garçons surtout After Blue surtout putain. Oui voilà, et là pour le coup j'avoue, alors à part une scène justement dans ce New York, cette zone un peu urbaine où il y a un dialogue absolument génial qui se fait entre Rainer et Conan et qui dure un peu pendant tout le film. J'avoue que j'ai vraiment eu du mal à ressentir la sensualité que j'avais à la base dans les autres films de Mandico, et même plus loin que ça, j'ai un peu eu du mal à être vraiment ému par le film, plus que la fascination pure. Et pour ça, je trouve que Conan est peut-être une légère déception, et encore, ça m'a pas du tout gêné, c'est vraiment en sortant du film où je me suis dit, ah, c'est vrai que c'est dommage, c'est peut-être le problème que j'aurais avec le film, mais sinon, la claque, elle est énorme, elle m'est restée entre juin et aujourd'hui, elle va me rester. J'espère revoir le film avant qu'il disparaisse des salles, parce que vraiment, moi j'ai envie de revivre ça, c'était complètement fou. Et notamment aussi, par rapport à un point qu'on n'a pas soulevé, c'est que c'est un film sur la barbarie, et ça n'y va pas du tout à demi-molle niveau violence. Mandico, c'est quand même déjà toujours assez un petit coquin, on va dire. Dira-t-on. Comment ? C'est assez relevé, dira-t-on.
Voilà, et déjà Bandico, bon, c'est un petit coquin sur certains points, on va dire. Mais là, c'est quand même. Et toujours dans ce côté très stylisé, notamment la mort de la mère de Conan au début, qui est mais ultra. Ouais, qui fait limite un peu combat de shonen, tu vois, dans sa finalité. Mais c'est fait avec un premier degré tel et une maîtrise absolument époustouflante, moi, qui m'a mais laissé de. Ouais, complètement ébahi, quoi. Je me suis dit, putain, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut vendre ça? Bah bravo, voilà, j'ai rien d'autre à dire, bravo. Et ça va encore une fois un peu avec ce thème de violence qui va crescendo pendant tout le film. T'as pareil pour la quatrième vie de Conan, ce long monologue entre Rainer et Conan où elle tue des gens mais de manière tellement désintéressée, où tu sens qu'il y a une évolution encore une fois vers l'amertume qui s'est fait et bah du coup jusqu'au personnage d'Athalie Richard. Et on a parlé de cannibalisme, on n'en dira pas plus. Mais putain, ça fallait l'oser cette scène. Franchement, fallait l'oser. Elle est magistrale. Et ouais, non, Conan, c'est pour moi un chef-d'œuvre du début à la fin. C'est le meilleur film de l'année. C'est un des meilleurs films français que j'ai vu de tous les temps. Cette décennie, parce que tous les temps, pas non plus abusé, hein. Mais c'est le meilleur film de son auteur. C'est un chef-d'œuvre sur de très nombreux points, au moins plastique. Et c'est un film qui, pour moi, va marquer la carrière de son réalisateur, le cinéma français, même le cinéma tout court. Je vais peut-être un peu loin, mais je veux vous le vendre ce film, voyez-vous, voilà. Du coup, allez le voir, par pitié. Je sais pas si tu aurais d'autres choses à dire dessus, parce qu'on va passer sur Mars Non, Express. pas spécialement, franchement, allez le voir, hein, allez soutenir ce genre de film. Et comme je l'ai dit, c'est un film à voir si vous n'y connaissez rien en Bandico. Essayez quand même ces courts-métrages, parce qu'ils sont aussi assez accessibles, je pense. Bah, ça dure pas 1h40. Mais c'est vrai que le film est tellement, on va dire, avare en narration, parce que c'est finalement une boucle, hein. On a une boucle thématique qui évolue, certes, c'est pas redondant, et d'ailleurs c'est une des grandes forces du film, parce que ça aurait pu être chiant, le film aurait pu être très chiant, ça aurait juste pu être expérimental, contemplatif, mais en fait on se serait un peu fait chier, mais en fait pas du tout, parce qu'il y a quand même une évolution thématique qui est drastique et qui marche du feu de Dieu. Donc non, ouais, c'est un chef-d'œuvre Conan pour moi, à tous les niveaux, et bah, après comme j'ai dit, ouais, si vous aimez pas Mandico, ouais, n'y allez pas parce que c'est un putain de best-of de son cinéma, donc c'est sûr que si le jeu d'acteur vous déplaît, que vous trouvez que ces films font très fake et que vous trouvez ça juste ridicule et nanardesque, bon, Conan, je pense pas que ce soit pour vous. Mais pour le reste, pour les gens qui de bon goût finalement, et bah allez le voir, vraiment, allez le soutenir. Il y a peu de salles qui le diffusent malheureusement, mais l'expérience en vaut la chandelle. Vraiment, c'est le genre de quelques films qui sortent dans l'année où ça vaut le coup de faire plus de 2 heures de voiture pour aller voir un film. Voilà, je vous le promets. De tout mon être, je vous rembourserai si vous n'avez pas aimé. Mais c'est génial. Du coup, voilà, on va s'arrêter là sur Conan parce qu'on a un autre film sur lequel on va discuter un petit peu et qui nous a aussi bien plu. Encore un film de genre français, mais cette fois-ci dans un genre un peu plus précis que Conan, qui était un film monde, un film monstre, avec un film qui a lui pris beaucoup plus de temps, qui nous a peut-être plus plu à voir, mais qui se nomme Mars Express. Sa fille soupçonnait June de se prostituer. Regarde ce que je vois en thermique. Vous avez des prostituées humaines? Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur? C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot. On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté. Écartez-vous! Missile! J'arrive, Aline! Mars Express est le premier film de Jérémy Perrin qui n'en est pas à sa première œuvre, puisque c'est lui qui a réalisé notamment la série Last Man, d'après les BD de Bastien Vives, et surtout qui a traumatisé toute une partie de la génération Z avec le clip Die de Fantasy. Du coup, voilà, c'est lui, effectivement. Nous suivons en l'an 2200 le trauma. Voilà, si vous connaissez Feld Up, il en a parlé dans un de ses icebergs. Attends, j'ai le son qu'il faut pour ça. Trauma. Merci. Du coup, en l'an 2200, Aline Ruby, détective privé, obstiné, et Carlos Rivera, son partenaire Android, sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. De retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitaine martienne à la recherche de Juncho, une étudiante en cybernétique disparue. Je vais pas en dire plus, parce que pour le coup, c'est un film qui vous réserve beaucoup de surprises, autant dans son scénario pur que dans ses visuels. Du coup,
on va pas en dire plus, et je vais commencer à parler du film qui regroupe comme dans un beau casting vocal avec Léa Drucker, qui s'en sort magnifiquement bien, Mathieu Amalric, Daniel Lobé, Sébastien Chassagne, ou encore en petit invité de choix, diront certains, Usul, voilà, et le capitaine Nexus 6. Basé, moins basé. Voilà. Du coup, bah, que dire sur Mars Express, qui était le film que j'attendais le plus de l'année. Voilà, on va être honnête, parce que bon, Emmanuel a été repoussé. Bon, déjà, en plus, on était censé l'avoir l'année dernière, je crois, en plus. Bah, en fait, c'était un peu flou hein, dans les faits. Le film est en production depuis 2019, si je sais pas de bêtises. Du coup, ils ont eu le temps de le peaufiner. Je pense très sincèrement qu'ils ont préféré le peaufiner, attendre une sortie pour Cannes, parce que le film a été diffusé au cinéma de la plage, et du coup pour Annecy. Mais en tout cas, oui, ça fait longtemps qu'on l'attend, et bah, c'était une bonne surprise, Mars Express, parce que on pouvait avoir peur hein, que ce genre de. Parce que l'animation pour adultes, c'est toujours compliqué à sortir, c'est toujours compliqué à réaliser. Et le cinéma de SF, j'en parle pas, hein, c'est toujours un peu une tannée. Hein, il y a toujours des clichés qui malheureusement nous bottent encore un peu le cul. Et Mars Express remplit quasiment toutes les attentes que j'avais de lui. Si ce n'est qu'il y a quand même 2-3 détails qui me chiffonnent et 2-3 trucs qui me font dire qu'il aurait pu être amélioré, peaufiné encore plus. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est une réussite assez globale. En fait, les points sur lesquels je serais peut-être un petit peu vraiment, on va dire, chiffon, c'est sur l'écriture et le scénario du film, qui est une sorte d'enquête de polar sur une station martienne, je trouve assez haletante, vraiment très bien dosée et rythmée, mais qui, malgré ça, même si je suis resté embarqué dans le film tout du long, m'a fait quand même poser 2-3 questions par rapport à sa pertinence. En fait, il y a un moment où je décrochais un peu des enjeux, des personnages, parce qu'il y en a quand même beaucoup trop sur moins d'1 heure et demie. T'as pas le temps de t'attacher à tout le monde, t'as pas le temps de développer tout le monde, ça se voit. Et du coup, bah, il y en a certains qui font très accessoires et je dirais même un peu fonction. Et notamment celui de Mathieu Amalric qui sert pas à grand chose et qui est un peu là, pour donner l'astuce, on va dire. Même celui du Jules, en vrai, je trouve qu'il est pas. Bah, le perso du Jules est presque plus pratique, il a presque un plus gros rôle en vrai. Ouais, mais voilà. Même si le côté buddy movie marche, je pense qu'on parlera vraiment super bien dans une dynamique un peu plus dramatique, un peu moins comique que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et sinon, là où on va dire que le film rate peut-être un petit peu certains points, un point moi qui m'a un peu fait chier, c'est sur la mise en scène du film, parce qu'il y a 2 idées par plan. Ça, il n'y a pas débat. C'est-à-dire qu'il y a une inventivité qui est complètement assumée et là, quoi. Il n'y a pas à torser du cul, quoi. C'est mise en scène du feu de Dieu. Mais parfois, ça fait un peu cache-misère. C'est-à-dire que la DA du film, je pense que certains vont trouver ça très moche. Voilà, bon, c'est les goûts, les couleurs, mais je comprends. Mais c'est vrai que parfois, à certains moments dans le film, notamment dans l'utilisation de la 3D, où je trouve que ça fait parfois un peu fake. T'as vraiment l'impression de te retrouver devant quelque chose d'à moitié fini, et ça fait que le film, au final, il en ressort un petit peu, ça fait un peu cache-misère en fait. Certaines séquences, et du coup, tu te dis bon, c'est cool, mais ça me fait ça encore une fois un peu du film, même si, comme je l'ai dit, je suis vraiment pas. Je me suis pas ennuyé outre mesure, hein. Je suis resté un peu à fond durant tout le film, mais de 3 moments ça m'a un peu décroché, ou ça m'a un petit peu fait bizarre en fait. Et je trouve que du coup le style serait peut-être un peu à revoir. Mais maintenant, bon, c'est. Comme le disent les jeunes, même si je déteste cette phrase, c'est une dinguerie. Voilà, Mars Express. Masterclass est un remake. Ouais, c'est. Déjà pour rappeler évidemment à ces trublions de cinéma trash que non, si tu n'appelles pas Luc Besson, on peut quand même produire des films de SF, hein, n'est-il pas et ben, Mars Express, moi, il fait quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un mélange entre le polar d'anticipation, ça comme je l'ai dit, il y a tout un côté enquête, bon, qui perd un petit peu dans ses révélations finales et ses personnages par cette densité assez importante sur même pas 1 heure et demie, mais surtout avec 2 choses, des prévisions scientifiques qu'a récolté Jérémy Perrin sur les différentes, on va dire, avancées scientifiques autour de la colonisation martienne, autour de la robotique et de l'intelligence artificielle, au point où le film est curieusement un peu trop dans son temps, on va dire. Et aussi et surtout. Mais est-ce que tu condamnes les violences?
tous les jours. Mais surtout aussi des lois de la robotique d'Isaac Asimov. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des papes de la robotique. C'est une des personnes qui a vraiment créé les bases, mais vraiment des bases sur lesquelles on s'appuie tous les jours autour de la question du robot. Et j'ai même envie de dire plutôt de ses fonctions à la fois éthiques et utilitaires. Notamment, alors je sais, faut que je retrouve les. Parce que j'ai eu la chance de recevoir le passeport de Noctis. Voilà, merci GBK. Mais il y a notamment les 3 règles de la cybernétique qui sont du coup des versions remaniées de ce qu'avait dit Isaac Asimov. Notamment, un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain ni rester passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger, par exemple. Ça, c'est la première règle fondamentale de la robotique. Et c'est quelque chose qui émane du film et qui permet de construire un univers, moi, que je trouve assez fort, assez dense, assez fortiche, hein, comme diraient les encore plus jeunes. Et franchement, bah, du coup, je me suis retrouvé en fait devant un film bardé de références au cyberpunk, et notamment à Ghost in the Shell, à Akira même un petit peu, hein, je sais pas, hein, si tu en aurais d'autres. Je sais que tu te connais un peu plus que moi, notamment au niveau vidéoludique. Je me... Pour du cyberpunk, du Ghost in the Shell, cyberpunk, Shadowrun, même si en vrai on est sur quelque chose d'un peu différent parce qu'on est dans un film beaucoup plus ensoleillé, un petit peu moins néon que d'habitude pour du cyberpunk. Oui, c'est vrai, il y a un côté un peu pastel même, hein, qui émane un petit peu du... Qui pour le coup fait vraiment film d'animation français. C'est ça, voilà. Même si bon, le début se passe sur Terre avec, évidemment, on est en France, hein, une manifestation de la CGT. Voilà, vous verrez la scène, elle est géniale. Mais non, sinon, oui, toute la partie sur Mars est vraiment très très bien menée. Et il y a quand même, comme je disais, bon, même si je suis pas trop fan de la DA et que je trouve que parfois elle fait un peu cache-misère, il y a une inventivité dans la mise en scène qui sert vraiment l'univers et qui sert son développement, moi, que je trouve assez rocambolesque, assez dingue. Du coup, ouais, non, Mars Express, c'est un grand oui qui m'a tenu en haleine. Et surtout, bah, c'est, même si je l'ai dit, un film qui, même si c'est un film qui a parfois du mal à tenir les enjeux qu'il a à proposer, c'est un film qui le fait avec une maestria d'écriture, moi, que je trouve assez folle. C'est un film ultra bien rythmé et c'est un film qui te surprend quasiment tout le temps. Il y a presque quasiment aucun cliché narratif, hein, je trouve, ou du moins les clichés sont très rapidement détournés et on arrive un petit peu à détourner notre attention au bon moment, on va dire. Et la fin, pour moi, elle vient rajouter en plus une densité supplémentaire au film sur la question, on va dire, de la robotique et de l'intelligence artificielle. C'est très fort, très dense, pas magistral, mais c'est un incroyable espoir, je pense, pour le cinéma de genre français, Jérémy Perrin. Et bah, moi, personnellement, ça m'a comblé. Voilà, Et aussi, oui, je sais pas si tu voulais en parler, mais la musique du film, je vous avais parlé du Renan. Pardon. Qui est fait par les compositeurs déjà de Last Man. Oui, bah pour le coup, on sent qu'il a gardé quand même une équipe assez familiale. Mais ouais, pour le coup, je vous avais parlé du Reine Animal, pourquoi j'avais adoré la BO. Bah, Mars Express, j'avoue que c'est touche-touche-nouille, hein, parce que vraiment, les deux sont absolument magistrales, et notamment le générique de fin, je trouve qu'il a une musique super. Non, mais voilà, la découverte du vaisseau au début, les petits sons d'ambiance dans le strip club. C'est non, vraiment, il y a encore une fois une maîtrise technique qui est inqualifiable. Vraiment, c'était une super surprise et je suis laissé développer dessus. Notamment sur le côté buddy movie que j'ai pas trop étayé. Là, sur le film, oui, dans l'ambiance, je sais pas trop quoi dire. Mais pareil, c'est un grand oui. Déjà, ça fait toujours très plaisir de voir un film d'animation pour adultes. Pour adultes, dans le sens où c'est un film qui va être quand même assez lourd thématiquement. Qui parle de cul tout le temps. Voilà. Ça parle mais en vrai, j'ai été assez surpris parce que ça parle pas tant de cul que ça, je trouve, par rapport à ce que tu m'en avais dit avant de le découvrir. Ah bah alors, franchement, je trouve qu'on pourrait détourner quasiment toutes les lignes de dialogue et en faire un film porno. Hein. Mais vraiment, il y a beaucoup de passages où je me dis... ouais, sentencieux le Jérémy. Hein. C'est... Ouais... Je sais pas, j'ai pas eu tant cette impression par rapport à, je sais pas, la première saison et pas mal d'épisodes de la saison 2 de Last Man, tu vois. Peut-être après, vu qu'il y a quand même le côté buddy movie, notamment d'autres questions, notamment sur l'alcool,
qui, je pense, peuvent prendre le Ouais, dessus. bah, c'est là où justement cette dimension buddy movie dont tu parlais, qui est beaucoup plus dramatique, humoristique, tu vois, on n'est pas chez Shane Black, même si on peut y retrouver un petit peu une sorte de caractérisation que tu peux avoir chez Shane Black, bien que beaucoup moins humoristique, même si au début du film ça vient un petit peu quand même pour te faire entrer en empathie avec les personnages qui sont quand même pas de bonnes personnes, on va pas se le cacher. Oui. Euh, Bah, il travaille enfin, littéralement c'est- pour enfin, pour c'est- la sécurité. on est dans on est dans du film noir cyberpunk, quoi. Donc, globalement, enfin, dans du Ghost in the Shell, on est pour des gens qui bossent pour des organisations enfin, gouvernementales ou non, qui globalement sont corrompus, tu vois, et qui ont leurs propres problèmes personnels. J'ai pas lu le bouquin qui est une préquelle, donc je saurais pas exactement décrire quoi, mais c'est très sous-entendu dans le film, avec une histoire de guerre, une histoire d'alcoolisme, une histoire de violence conjugale. Mais du coup, qui te font à la fois détester et apprécier les personnages, en tout cas beaucoup plus, qui te sonnent beaucoup moins débile que si tu regardais un film américain, tu vois. C'est beaucoup moins, c'est certes un petit peu dans ta gueule, tu vois, je pense notamment sur les passages bah, de Carlos, Oui. sur la violence conjugale, tu vois, c'est quand même sous-entendu plus, même si on ne dit jamais directement ce qui s'est passé. Mais enfin voilà, c'est pas un film qui va te prendre pour un con, c'est jamais un film qui va te prendre pour un con, et ça fait plaisir aussi. C'est, même si t'as des vannes, genre le fait du est-ce que vous condamnez les violences, c'est une vanne un moment dans le film avec un journal télé, moi ça m'a fait énormément rire, je vous avoue. Ah, mais le Il y a film est plein drôle d'autres parfois, petites vannes hein. un petit peu. De quoi? Le film est drôle parfois, hein, quand même, faut. Oui, il se permet d'être drôle et en même temps d'être assez lourd, assez grave quand il faut, et même sur sa fin, moi, qui m'a énormément surpris, je Ah, vous mais avoue. la fin est incroyable. Y a pas d'autre mot. Elle est super belle, tu vois. Oui, plus à lire. C'est là où je trouve le film est assez intéressant parce que, à la base, sur sa base vraiment totale, c'est un film assez classique jusqu'à bah, justement ce côté de body movie qui transpire de quasiment de plein de films policiers, polars et tout que vous devez connaître. Mais pour le coup, bah, il réussit à quelque chose de plus grave et plus le film avance, plus tu te rends compte que c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus pernicieux que ce à quoi tu t'attendais. Et notamment la questionnement sur l'intelligence artificielle, sur la robotique, sur comment est-ce que va commencer à vivre et interagir avec les robots, parce que Carlos c'est un homme qui est mort et mais qu'on a réussi dont on a réussi à transplanter l'esprit et donc l'âme dans un corps de robot. Et rien que là-dessus, je trouve qu'il y a des questionnements qui sont assez intéressants et qui créent du coup une sorte d'entre-deux assez. Enfin, vraiment, j'ai pas vu ailleurs. Bon, du coup, on a vu dans Ghost in the Shell et tout, mais qui sont détournés de manière assez intéressante. Du coup, mais je te laisse continuer, vas-y. Je sais pas comment continuer sur ce que tu as avancé, mais enfin oui, il y a à la fois un héritage qui est indéniable. Tu dis oui, bon, ok, je vois de quoi tu t'inspires, même enfin, ce que tu as décrit, ouais, ok, c'est Ghost in the Shell, t'as aussi Carbone modifié, Altered Carbone pour la série Netflix. Mm. T'as plein de concepts qui reviennent d'autres choses. Mais même Mais en aussi même temps, chez les humains, le transhumanisme, tout l'aspect mince. essayer de se modifier pour pouvoir ne serait-ce que communiquer par de façon un petit peu télépathique C'est ça, voilà. avec tes coéquipiers, notamment robots, tu vois. D'ailleurs, même ça fait plaisir. T'avais cité tout à l'heure Asimov, c'est un film qui de toute façon dès le début te dit bah Asimov, on en a un peu rien à foutre. Enfin, c'est une base, mais on en a rien à foutre en soi, tu vois. Oui, c'est vraiment une base mais C'est duquel il va jouer ouais. avec lequel le film va jouer, tu vois. T'as des trucs vraiment, ouais, tu peux dire, ok, c'est très référencé, même en soi, le propos du film, tu peux le rapprocher de ce que David Cage avait essayé de faire avec, soulignez bien le essayer, avec Detroit Become Human, sauf que cette fois, on te propose un propos qui est pas incohérent avec bah, le médium en soi, et qui te prend pas pour un con dans son histoire. Pardon, j'ai l'impression d'avoir la voix qui est derrière, je suis désolé. Non, t'inquiète, vas-y. Mais enfin voilà, j'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais c'est un film qui moi personnellement qui m'a subjugué. Qui m'a subjugué, j'étais dedans du début à la fin, même tout le casting vocal. À part, oui, bien sûr, Usul, bon, parce que je suis un peu habitué à Usul, c'est le capitaine Nexus 6 qui, je trouve, est complètement à côté de la plaque. Bah, il fait le capitaine, quoi. Il fait sa voix, en fait. Ouais, c'est très littéralement ça. Pour le coup, là où Usul, c'est un peu drôle parce que le personnage a un rapport un petit peu avec Usul, je vous laisse découvrir comment. Je sais pas si toi t'as vu un peu pourquoi. Oui, c'est le sexe cyber. Ouais, c'est un peu. Je dirais un peu l'inverse du Usul qu'on a réellement. Enfin, je sais pas. Ouais. Non, même pas forcément par rapport au sexe cyber, tu vois, mais.
Vous verrez, voilà, pour les fans. Hein. Pour les fans ou pas, hein, même si vous détestez Usul en soi, vous allez faire ok, c'est bon, c'est un peu rigolo. Enfin, globalement, ouais, le casting vocal s'en sort, tu vois, même si c'est des gens qui sont pas spécialement comédiens de doublage à l'origine, tu vois. Bah, Léa Drucker, c'est sa première performance. Après, Mathieu Amalric, il en fait quasiment tout le temps. Hein. Bah, c'est déjà lui qui faisait le mince Milo dans Oxygène. Donc là, c'était qu'une voix, c'était même pas un personnage. Mais ouais. Oui, mais là, je pensais plutôt à Carlos, c'est pas Mathieu Amalric. Non, lui, il joue Chris Rojacker, mais après, Daniel Lobé, c'est lui, pour le coup, un très très gros comédien de doublage. C'est un peu. Ah, pardon. Ouais, alors c'est. Oh putain, ah oui! Ah oui! Ouais, tu viens de voir. Oh la vache, la plus Wikipédia! Oh putain! Ouais, il est pas mal, hein. Il est. Vous regarderez. Après, oui, non. Oui, mais il est incroyable dans le rôle, hein! Ah, mais tout le monde est très bon en vrai, à part du coup, on va dire les petits. Les petits caméos vocaux, hein. Il y a pas vraiment de faute de goût. Hein. Les Red Drucker s'en sort super bien. Et d'ailleurs, j'avais vu avant l'été dernier, où du coup elle apparaissait en rôle principal, et vraiment, je ne l'ai pas reconnue. Donc, même dans la voix, elle a réussi à vraiment s'accorder au personnage, et elle a créé quelque chose dont je trouve vraiment très. Super, ouais, enfin, on sent qu'elle est dans son rôle du début à la fin. Cette enquêtrice un peu désabusée, même complètement désabusée, au bord de l'alcoolisme, enfin, même si qu'elle essaie d'arrêter, mais vous verrez que ça va pas bien se passer. Et non, vraiment, elle est excellente, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Après, pour revenir au côté un peu transhumaniste, là où je trouve que c'est vraiment chouette, c'est que, comme je disais, même si parfois ça fait un peu cache-misère, il y a quand même un travail de mise en scène qui est assez appréciable. Et tu parlais notamment des. Des conversations un peu télépathiques, et ben je trouve que là où c'est assez fort, c'est que du coup le film il va réussir un petit peu à réimaginer, à revigorifier des scènes qu'on a déjà vues 1000 fois dans le genre du polar, notamment la découverte d'un corps. Alors déjà c'est un corps androïde, c'est-à-dire que alors ça fuit, hein, apparemment en tout cas les androïdes ça fuit comme les humains, même si là c'est du sang bleu, mais bah du coup ils retrouvent le corps, et en fait plutôt que de discuter comme discuteraient je sais pas moi des inspecteurs dans Captain Marlowe, Oui, et bah ils font passer ça pour de la voix off. c'est ça, voilà, bah ils font une Friday en fait presque, et je trouve que c'est une super mise en scène, même l'utilisation de la vision chromatique ou quoi. Non, c'est le truc de chaleur là, mince. Thermique. Thermique, voilà, merci. Et puis même par rapport à tout le côté numérique, hein, des petits détails tout cons, hein, mais qui font vraiment l'univers du film, comme les petits pancartes de police, enfin les petits filets de police qu'il y a autour de scènes de crime qui sont numériques, littéralement. Le bouchon d'une bouteille de vin qui se ferme numériquement, enfin bref, c'est genre de petits trucs comme ça, voilà, mais qui font vraiment l'univers, qui font que on sent qu'on est à deux doigts quand même d'arriver à ce stade là d'humanité, et en même temps on sent que c'est quand même à des milieux, parce que c'est un investissement qui est encore très lourd pour le commun des mortels, mais qui pourrait le devenir. Et ça je trouve que c'est vraiment assez passionnant à voir. Et puis non, ouais, il y a encore une fois de vraies idées, on va dire, dans la robotique, et notamment avec John Cho, parce que c'est un personnage qui cache beaucoup de choses. Et là pareil, je trouve que c'est assez passionnant à voir. Et puis non, on a pas parlé de la scène dans le club de striptease aussi d'ailleurs, pour le côté un peu adulte. Je sais pas, tu vois, pour le coup, c'est pas une séquence sur laquelle on insiste beaucoup, tu vois, même si, enfin, Bon, elle est marrante. je reprends l'exemple de Ghost in the Shell, tu vois. Pour le coup, c'est un peu comme enfin, la scène de ouais, c'est marrant, mais tu vois pas grand chose et tout, tu vois, et vis-à-vis de la sexualité, de comment est-ce que, parce qu'on parle quand même de robots prostitués, c'est traité un peu à la façon de Ghost in the Shell 2, où globalement on parle de ça, mais on parle pas directement de cul, où on va pas vous montrer quasiment directement de cul, à la limite on fait peut-être une ou deux vannes dessus, mais c'est très léger, moi, enfin, pour le coup, vraiment, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus lourd que ça. Mm. Ouais, montrer pas ça non plus à des enfants hein, quand même, hein, parce que le film est tout public. J'avoue que ça m'a quand même pas mal fatigué. Il est quand même bien violent, quoi. Oui, la première scène notamment est très sèche, pour le coup. Alors pourtant c'est pas forcément ultra graphique, mais enfin, c'est pas sanglant. Mais pour le coup c'est quand même sec, quoi. Ça prend un peu aux tripes, pour le dire crûment. Et, et oui, après je sais pas ce que je pourrais dire d'autre, hein. J'ai l'impression d'avoir pas forcément fait le tour, mais en tout cas de trop savoir quoi encore D'avoir développer. vendu au maximum sans avoir trop spoilé le film, quoi.
Ouais, bah c'est après ça commence à devenir un peu compliqué à partir du moment où t'as la mort d'un personnage qui advient. Mais ouais, bah en fait, Mars Express, pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs films de SF de l'année, si ce n'est le meilleur. Je sais plus trop ce qu'on a eu en SF cette année. Après, faudrait considérer que l'animal soit un film de SF. Ouais, si on veut, mais sinon, on aurait quoi bah, je pense, ouais, ce sera peut-être celui-là. Peut-être celui-là où. Parce que The Creator c'était sympathique, mais pas non plus. Voilà, je sais même plus si j'en ai parlé. C'est vous dire, mais Pas autant enthousiasmant. c'est ça, ouais. Il y aurait. Ah, je sais pas, voilà. Pour moi, ce serait peut-être le meilleur de l'année. D'assez loin. Et vu les attentes que j'avais pu avoir, vraiment, je me suis dit que le film serait une déception. Parce que c'était trop fou en fait. Je me suis dit, putain, ça va être du cinéma ambitieux, du cinéma virevoltant, du cinéma dense, du cinéma ingénieux, intelligent, adulte. Et je me suis dit, non, mais il y a forcément un truc qui va rater, il y a forcément un truc qui sera en dessous de mes espérances. Même si le film n'est pas parfait, comme je l'ai dit, il y a des problèmes parfois un petit peu. Il y a un gros problème d'écriture globale sur, on va dire, l'enquête en elle-même. Mais et encore une fois de cache-misère dans la mise en scène. Mais sinon, dans les faits, c'est une grosse claque. Vraiment, j'ai été complètement charmé par le film. Et je suis heureux qu'il plaise à la fois. Et c'est aussi peut-être une des choses qui m'a surpris et qui m'a quand même bien fait plaisir, que c'est un film qui fasse autant. Enfin, qui soit autant mis en avant par un circuit grand public qu'arrêt essai. Parce que c'est un film qu'on peut retrouver à la fois dans des CGR, UGC, Migarama, comme vous voulez, et des salles plus arrêt essai. Parce que c'est un film qui a réussi à plaire, pas forcément parce que c'est un gros film, un gros budget, mais parce que c'est un film qui réussit suffisamment à traiter thématiquement parlant de ces thèmes, à avoir un propos global qui soit vraiment fort et dense, et en plus d'avoir un talent dans la mise en scène et l'écriture qui soit indéniable, même si, comme j'ai dit, sur le script, le scénario en lui-même, il y aura quand même des choses à revoir, hein. C'est vraiment étriqué. Et non, moi personnellement, j'aimerais beaucoup voir une suite, hein. D'ailleurs, il faut aussi que je me renseigne sur Lalou, parce que pour le coup, j'ai vu aucun de ses films, je m'en excuse d'avance. Mais je sais que c'était aussi une des grosses influences de Jérémy Perrin sur du coup le processus du film. Je sais pas si tu pourrais en dire plus, que toi je crois que tu en as vu quelques-uns de René Laloux. La planète sauvage, non? Bah il y aurait ça, il y aurait aussi Les Maîtres du Temps. Avec Gandar qui vient de ressortir d'ailleurs chez le Chat qui Fume. Oh. J'ai vu La planète sauvage. La planète sauvage, c'est un giga banger, c'est un des plus grands films d'animation de tous les temps, c'est magnifique. Je vois pas forcément trop le lien qu'il y a entre les deux, mais oui, c'est un film qui a influencé de toute façon la création, a participé à la création dans l'animation depuis, et en SF d'ailleurs tout court, depuis sa sortie quasiment. Donc, Oui, voilà, bon. Du coup, bah on recommande Mars Express. Voilà, c'est. Et La planète sauvage. Qui est ressorti aussi d'ailleurs, j'ai vu qu'il était sorti, il y avait un nouveau steelbook anniversaire qui était sorti. Du coup, n'hésitez Oui, pas. parce qu'il y a eu un nouveau remaster en plus, je crois. Oh, bah j'espère qu'il sortira en salle du coup. Ce serait cool. Mais ouais, pour le coup, c'est à la fois attendu dans son déroulé, mais incroyablement imprévisible dans son exploitation. C'est grand public et en même temps incroyablement dense dans son fond. C'est génial, c'est vraiment ce que j'attendais dans le cinéma français. C'est du cinéma ambitieux, pas forcément dans, on va dire, son budget, mais vraiment ce qu'il a à proposer en termes d'esthétique, en termes d'écriture. Et ensuite, du coup, dans sa mise en scène, parce qu'effectivement, on reste vraiment sur cette colonie, début quasiment jusqu'à la fin. Il n'y a pas de grosses scènes de bataille ou quoi, mais c'est tellement. Mais les moments où on sent qu'il a mis du budget, où on sent qu'il a vraiment créé des scènes très ambitieuses, bah on les sent passer en fait. Et non, vraiment, Mars Express, je commence un peu à manquer de mots, c'est un banger. Voilà, je vais te laisser le mot de la fin, mais ouais, non, ça valait le coup d'attendre 5 ans. Masterclass, à rien. Ah bah voilà, le mot est dit. Non, voilà, bah du coup, voyez Mars Express, voilà, on va s'arrêter là, comme ça on digresse pas trop. Bravo Jérémy Perrin, on espère que tu continueras à alimenter le cinéma de genre français, parce que tu le mérites amplement. Ouais. Et puis voilà, bah c'est déjà fini pour nous deux. Du coup, bah voilà. Bah écoute, bonne soirée, enfin, bon courage. Voilà, parce que moi maintenant, il va falloir que je fasse le deuxième épisode du podcast. Encore du coup. 8 films, c'est ça?
8 films, du coup, que vous verrez dans la seconde vidéo, second podcast, parce que c'est selon la manière que vous avez de les écouter. Hein. Du coup, voilà, bonne soirée, bonne journée, bon film aussi, surtout. Hein, on espère qu'on vous aura donné envie. On espère qu'on aura rendu justice à ces deux œuvres, peut-être pas chef-d'œuvre, hein, du moins pas pour. C'est Surtout deux pour très bons films en tout cas. deux excellents films même. Et Deux ambitieux films. de très ambitieux films. Allez, on va s'arrêter là. Et du coup, bonne appréciation de ces derniers, j'espère. Et à bientôt. Salut, salut. Salut!